L'engagement politique ne doit pas être un engagement spontané, voyez-vous. C'est une vocation? C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, de plus en plus, je m'aperçois et j'ai la conviction, j'ai la faiblesse de penser que on ne se réveille pas un matin en s'improvisant. Et puis, quelquefois, chez nous, dans notre pays, vous devez le savoir certainement, sans doute, Madame Carmen, oui. On pense que lorsqu'on a échoué, c'est le raccourci. Voilà, tout le monde veut se jeter dans un parti politique, espérer. Je dis qu'il faut avoir toute sa tête, il faut avoir un métier, il faut avoir une formation solide, il faut être suffisamment cultivé, mais surtout, il faut être engagé. Parce que l'engagement est la première qualité d'un acteur politique, sans quoi, à la première tentative de pluie, à la première tornade, eh bien, on plie bagage et puis on s'en va. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver. Je suis Carmen Févillier, merci encore une fois de votre fidélité et de nous retrouver pour ce numéro spécial Congo à l'occasion de la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso en France du 22 au 24 mai de cette année, une visite qui ouvre les grands dossiers de la coopération bilatérale, mais aussi des espoirs et attentes d'une génération tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un visage de cette jeunesse engagée, Michrist Kaba Mboko, diplômé de Sciences politiques Paris, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse au Congo-Brazzaville. Il incarne cette volonté de faire bouger les lignes, de bâtir des ponts entre les institutions et les aspirations de la jeunesse congolaise. Quelle politique publique pour la jeunesse? Quelle place pour les jeunes dans le développement du Congo, excusez-moi, et comment créer un dialogue réel entre le pouvoir, la diaspora et la société civile? C'est ce que nous allons explorer avec mon invité, M. Michrist Kaba Mboko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mme Févillier, merci de me recevoir sur votre plateau. Oui, vous venez de Brazzaville. Hein. Tout à fait. Merci infiniment parce que ce n'était pas évident de vous trouver ici. Et donc, encore une fois, bienvenue. Merci, votre invitation nous engage. Merci beaucoup. Alors, on voudrait mieux vous connaître. Alors, vous êtes parmi les nouveaux visages des jeunes engagés au Congo-Brazzaville. Et parlez-nous de vous. Qui est Michrist Kaba Mboko, Prince Michrist Kaba Mboko, de mon nom et prénom complet, jeune Congolais, jeune acteur politique, qui a fait ses classes, est né à Brazzaville, il a fait ses classes jusqu'au baccalauréat, a suivi un parcours de droit des entreprises, dans un premier temps à Tunis, en Tunisie, avant de parfaire ici à Paris, justement, à Paris 10 à Nanterre, une formation de droit notarial. J'ai été aussi. J'ai été à Sciences Po, comme vous avez pu l'énumérer, oui. Pour justement faire sens avec mon engagement politique. Oui. Et, je suis élu député suppléant à Brazzaville pour le compte de ONZ, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, et je suis très ravi d'être avec vous. Je suis marié. Et je suis père. Et père de combien d'enfants? Parce que vous dites tout. 2 enfants pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui a influencé votre vision justement pour vous engager dans le Conseil exécutif de la jeunesse? Il faut dire que mon engagement citoyen et politique remonte à de très nombreuses années. J'ai fait allusion à mon parcours estudiantin où, tour à tour, je me suis occupé avec d'autres amis des questions sociétales, mais des questions de militantisme estudiantin. Oui. Tant en Tunisie, où j'ai fini par être président de l'association des étudiants et congolais de Tunisie, qu'en France, où on a milité aux côtés des autres au niveau de l'association des étudiants de France. Tout ceci a contribué justement à forger le citoyen que j'aspirais à devenir. Mais il faut dire aussi que de manière lointaine et dans un cocon un peu plus fermé, j'appartiens à une famille où le sujet de la politique n'est pas lointain, il est assumé dans la mesure où mon géniteur, mon père, en a fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en étant par exemple à l'Assemblée nationale. Donc il faut aussi peut-être relever que pour nous, travailler aux côtés des autres et surtout pour les autres a toujours été un leitmotiv. Et quand on sait les préoccupations qui sont celles de notre pays,
de notre jeunesse, on ne peut que s'engager si on a un petit peu de cœur et du temps. Voilà. D'accord. Alors, le Conseil consultatif de la jeunesse est aussi implanté en France. Tout à fait. Et justement, nous faisons ce spécial Congo parce que le président de la République est attendu très vite. Il arrive, je pense, demain. En effet. Nous avons entendu que la rencontre citoyenne avait été annulée. C'était une rencontre justement avec la diaspora. Et vous, en tant que conseil consultatif, vous êtes ici avec la jeunesse également. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce n'est pas une frustration pour vous? Oh que non, vous savez qu'effectivement, on se retrouve à la faveur de cette arrivée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, alors qu'il aura une visite officielle qui va durer quelques jours ici en France. Il sera reçu à l'Élysée avec son homologue, le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Il traitera un certain nombre de questions. Alors c'est peut-être fait mettre le pied un peu à l'avant que de penser que c'est totalement annulé. Vous faites certainement allusion à la grosse réunion qui était prévue, mais je crois savoir que les services du protocole du président travaillent à faire que quelques citoyens, en fonction de son calendrier, soient reçus par lui et qu'ils puissent échanger. En ce qui nous concerne, nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant à faire que les jeunes soient bien représentés, mais aussi qu'ils écoutent, qu'ils aient la possibilité d'écouter le père de la nation, le président de la République. Le père de la nation, oui. On espère, de la nation congolaise. Le calendrier du président, que l'on sait d'avance très chargé, lui permettra d'accorder quelques minutes à quelques jeunes, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour nous, ce qui compte, c'est la réussite, en effet, justement, de cette visite d'État. Alors, qu'est-ce que le Conseil, je sais que c'est un organe constitutionnel, qu'est-ce que le Conseil consultatif de la jeunesse? Institution constitutionnelle qui a vu le jour à la faveur justement de cette réforme de l'acte fondamental en 2015 et qui a consigné exactement à l'article 236 de notre document fondamental la création d'un conseil consultatif qui s'occuperait exclusivement des préoccupations des jeunes. Il a deux missions principales. La première, c'est d'émettre des avis au président de la République. Et la deuxième, c'est de faire des suggestions au gouvernement dans le cadre de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle encore la gouvernance intergénérationnelle et pour le plein épanouissement de la jeunesse. Et c'est tout l'intérêt de notre présence ici. Et vous l'avez dit, nous sommes représentés ici parce que le souverain primaire, le législateur congolais aussi, ils ont bien pensé en mettant en place, en travaillant sur les textes fondateurs de cette institution, à faire que l'Assemblée générale prenne en compte toutes les sensibilités. Les personnes vivant avec handicap, les populations autochtones, les jeunes engagés en politique, c'est notre cas modestement, de majorité opposition, centre, des étudiants, mais aussi, vous en avez parlé, des Congolais de la diaspora, des jeunes de la diaspora. C'est ainsi que la place de Paris, en effet... Les Congolais de l'extérieur. C'est ça. Et la place de Paris, et donc la France, a un certain nombre de jeunes qui, effectivement, font partie de cette assemblée et qui ont tous été à Brazzaville l'année dernière, à l'invitation du président de la République, pour penser une politique publique et pour s'inscrire dans la continuité à l'aune de 2024, décrétée par lui-même, année de la jeunesse. Année de la jeunesse, justement, j'en venais. Alors, l'année de la jeunesse, c'est quoi les retombées? Alors, vous me posez une question que tout le monde pose tous les jours. En général, et nous avons nous-mêmes été surpris que le président décrète le 31 décembre 2024, année de la jeunesse. Pour nombreux, il fallait que 2 jours après, 1 mois après, une année après, que nous ayons des répercussions palpables. Alors, ça a été donc prolongé. Effectivement, mais on peut déjà se dire qu'à ce stade, puisque nous sommes en 2025 et non poserons la question qu'est-ce qui a été fait, élaboration de politique publique, mais surtout adéquation du PND, Programme national de développement, sur cette vision du gouvernement congolais qui a mis en priorité les préoccupations des jeunes. Nous pouvons par exemple le dire, et c'était une de nos préoccupations pendant l'Assemblée générale, et préoccupation qui a eu justement une belle réponse, c'est que nous demandions au président à cette occasion-là de faire que les jeunes, qui en général sont ceux qui prendront l'avenir, ceux qui prendront le relais des affaires publiques, soient préparés dans des moules que l'on appelle des comités de direction, des conseils d'administration. La réponse a été trouvée en décembre dernier, une loi, pas un décret, pas un arrêté, mais une loi a été prise et fait désormais la place au Conseil consultatif de la jeunesse
avec voix consultative dans tous les comités de direction des établissements publics administratifs de notre pays. D'accord. On n'en parle pas souvent, mais il y a de légères avancées. Il y a de légères avancées. C'en est une. Nous nous félicitons de ça et nous remercions le président. Mais ce n'est pas la panacée. Il y en a certainement d'autres. Et j'espère que nous aurons l'occasion de continuer. Alors justement, quels sont les axes stratégiques de la politique du Congo en faveur des jeunes? Lorsqu'on suit avec beaucoup d'attention le président, on s'aperçoit qu'il tourne autour d'un triptyque. Oui. Éducation, formation, emploi. Ce qu'on met dans l'éducation, c'est grosso modo les états généraux d'éducation de notre pays. Comme vous le savez, depuis les années 60, il n'y a pas eu de légère évolution dans la mesure où, par exemple, on apprend beaucoup plus à connaître la vallée du Rhin et du Rhône plutôt que de connaître nos cours d'eau. On est beaucoup plus au fait de la guerre du canal de Suez, plutôt que de connaître ce qui s'est passé en 97 chez nous, par exemple. Ouais. Et nous avons pensé, aux côtés de ceux qui s'occupent de ces questions, parce que nous ne sommes que... Peut-être que ça porte une évasion. À titre consultatif, peut-être, je ne pense pas, mais je dirais simplement qu'il faut apprendre à contextualiser les choses. Et puis, par exemple, en parlant d'éducation, la plupart du temps, on avait été formés à être des salariés, à être des fonctionnaires, alors que ce moule-là n'a plus beaucoup d'avenir. Et donc aujourd'hui, avec ces évolutions, nous pensons que les États généraux, lorsqu'ils commenceront à être mis en place, permettront au Congo d'avoir des jeunes plus qualifiés à travers des formations diverses. Oui. L'environnement, on va en parler, j'imagine, l'intelligence artificielle, le numérique, tout ce qui est technique. Et l'agriculture, parce que... Par exemple, priorité des priorités, en effet, avec un potentiel intéressant. Oui, qui incite vraiment la jeunesse à pratiquer l'agriculture. Absolument, parce que le potentiel chez nous, il est inespéré. L'agriculture et l'innovation, ce sont les jeunes qui sont au premier plan? C'est le gros sujet. Il faut partir d'un contexte. C'est que la République du Congo, notre pays, est jeune en réalité. 76% de sa population, et ça ce sont les statistiques du dernier recensement général de la population et d'habitation qui nous le disent, est jeune et donc à moins de 35 ans. Population très jeune. Exactement. Si on part de ce constat, on s'aperçoit que c'est un constat qui s'aligne avec justement l'Union africaine et le reste du monde, parce que d'ici à 2050, toutes les statistiques nous montrent que dans le monde sera à moitié peuplé d'hommes et de femmes qui auront moins de 25 ans. Et donc, ceux qui doivent aller vers ces métiers d'avenir, ce sont effectivement les jeunes, et je pense que le président, qui est le premier citoyen congolais, l'a bien perçu, en engageant la République du Congo et le Conseil consultatif de la jeunesse vers justement ces réformes dans l'optique de faire avancer les choses. Et comment faire le pont entre les jeunes, entre la France et justement le Congo, à travers le Conseil consultatif? C'est vrai qu'il y a déjà un siège ici, une représentation. Nous sommes à l'ère du numérique, au-delà de la représentation. Enfin, je voulais dire représentation. Absolument, au-delà de la représentation qui en réalité n'est pas très formelle, dans la mesure où ils sont ici, chacun s'occupant de de quoi il s'occupe, travaillant, étudiant, etc. Nous sommes à l'ère du numérique. Il suffit de taper Conseil consultatif de la jeunesse. On est disponible à travers le numérique, un site web, des adresses e-mail, à travers tous les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe, TikTok. Mais aussi, de manière officielle, nous avons un siège à Brazzaville. Il y a tout un immeuble des conseils consultatifs nationaux où nous recevons... Ah oui, c'est un organe quand même constitutionnel. C'est une institution constitutionnelle. C'est une institutionnelle. Et nous nous retrouvons tous les jours que Dieu fait, tous les jours ouvrés, bien sûr, et nous avons le bonheur de recevoir les milliers de jeunes Congolais avec leurs diverses préoccupations, mais aussi avec leurs talents. Justement, diverses préoccupations. Est-ce que les préoccupations des Congolais ici en France et celles au Congo sont... Vous me faites penser à une initiative, celle de l'Agence congolaise pour l'emploi. Oui. Vous savez, Madame Carmen, il y a peu, le ministre en charge des questions de jeunesse, des sports, de l'emploi et de la formation qualifiante, M. Ngolondele, pour ne pas le citer, est venu en compagnie de sa collègue, Madame Mikolo, en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, pour inaugurer une agence à l'ambassade du Congo en France, en agence qui s'occupe de faire l'intermédiation entre les profils que l'on recherche et les emplois qui sont disponibles chez nous. Comme vous pouvez vous en douter, de nombreux emplois au Congo, je parle bien des emplois un petit peu pointus, un petit peu techniques, sont occupés en général par des non-congolais. Par des non-congolais, on a souvent fait le reproche
à l'État, mais il faut absolument que les jeunes se présentent. Il faut qu'ils cherchent. Souvent, est-ce qu'ils ont les mêmes avantages quand ils vont travailler les mêmes avantages que ces non-étrangers? C'est l'intérêt justement de la mise en place de cette agence ici, à l'ambassade. Et oui, ils ont sans doute les mêmes avantages, dans la mesure où, à compétences égales, ils travailleraient dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Alors, les défis, c'est quoi? Quels sont les défis que vous rencontrez sur le terrain congolais avec les jeunes? Nous l'avons dit, le président, il avait tout vu, le triptyque éducation, formation, emploi. Peu ou pas éduqué, ça fait une conséquence, peu ou pas très bien formé, parce que nous l'avons dit également au président, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de compétences absentes dans nos écoles. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous allez chez Total ou chez Schlumberger, pour ne pas faire de publicité. On a besoin, alors il faut une entreprise, par exemple, dans le bois, on a besoin d'un électrotechnicien en mécanique. C'est pointu avec une spécificité en plus. Et si dans nos écoles, à nous, on a du mal, eh bien, on interroge les Congolais qui sont à l'étranger. Nombreux ne font pas de pas. C'est la raison pour laquelle nous saluons cette initiative de l'Agence congolaise pour l'emploi à Paris. C'est un début qui, normalement, devrait continuer. Nous avons eu vent de ce que, pour la zone Afrique du Nord, ce serait peut-être du côté du Maroc, et Afrique de l'Ouest, ce serait du côté du Sénégal, qui permettrait à ces jeunes qui auraient les compétences à ne pas aller à l'extérieur s'éterniser, alors que le Congo a grand besoin de ses fils, de ces jeunes les plus talentueux, pour sa construction, pour son évolution. Et donc, nous pensons à ce niveau-là, les bancs que nous travaillons ensemble, que les énergies des Congolais se mettent ensemble pour que, justement, le Congo avance et non pas que l'on se retourne toujours à se tirer une balle dans le pied, à envoyer des flèches, alors que c'est ce qu'on a de plus précieux dans notre pays. Oui, se tirer une balle dans le pied, moi je pense aux jeunes délinquants de Brazzaville. Hein. Comment vous faites pour organiser tout ça? On parle de bébés noirs, je ne sais pas. Gros sujet, vous savez. Donc c'est un gros défi. Alors, je ne le qualifie pas souvent de gros, dans la mesure où on fait un parallèle avec d'autres pays où les problèmes de sécurité sont sérieux. Nous, on reste un pays safe, il faut le relever. Et d'ailleurs, le président est le premier sécuritaire du Congo. C'est reconnu, c'est planétaire, c'est un homme de paix, c'est un grand homme de sécurité. Et je dis qu'en général, on grossit le problème parce que on aime bien placer des minorités, on grossit le sujet. J'en parle avec davantage de force qu'une étude a été menée et a été faite à travers justement une institution qui a été mise en place, le Haut Commissariat à la justice restaurative et à la prévention de la délinquance juvénile, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a travaillé à identifier justement les raisons, les causes de ces déperditions. Quelquefois, on s'aperçoit que ce sont des jeunes qui, sur le plan social, économiquement, viennent de familles ou démunies, ou divisées, où ils ont très vite perdu les parents. Mais nous disons que c'est une préoccupation qui est nationale, qui mérite de faire s'asseoir ensemble la couche familiale, parce que les parents, quelquefois, se départissent de leurs responsabilités. L'école, c'est important, mais nous tous, citoyens, l'État. Et il me paraît important à ce niveau de relever une initiative gouvernementale qui a vu le jour et qui sans doute va être officialisée dans quelques mois. C'est la construction de ce qu'on appelle les centres de réinsertion sociaux d'Aubéville, du côté de la Bwenza, pas loin de Madingu et de Bokanya ou d'Otsende. Aubéville, aux dernières nouvelles, serait opérationnel. Les travaux auraient pris fin et donc bientôt. Normalement, quelques jeunes qui auront été pris la main dans le filet, ils seront envoyés lorsque ce sera établi. Des mineurs notamment. Alors, mineurs ou non, je ne sais pas trop quels sont les critères. Je ne m'avancerai pas sur la question, mais je sais très bien que des jeunes y seront envoyés dans l'optique, non pas de sévir pour sévir, mais de les préparer, de les former à être de bons citoyens. Ils y feraient par exemple des travaux de mécanique, de maçonnerie, d'agriculture, pour en sortir au bout d'un certain temps de meilleurs citoyens. Alors vous êtes jeune, hein, parmi les jeunes, vous êtes engagé en politique. Comment pousser les autres jeunes comme vous à s'engager à cet Il faut déjà dire que l'engagement politique ne doit pas être un engagement spontané.
voyez-vous. C'est une vocation? C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, de plus en plus, je m'aperçois et j'ai la conviction, j'ai la faiblesse de penser que on ne se réveille pas un matin en s'improvisant. Et puis, quelquefois, chez nous, dans notre pays, vous devez le savoir certainement, sans doute, Madame Carmen, oui. On pense que lorsqu'on a échoué, c'est le raccourci. Voilà. Tout le monde veut se jeter dans un parti politique, espérer. Je dis qu'il faut avoir toute sa tête, il faut avoir un métier, il faut avoir une formation solide, il faut être suffisamment cultivé, mais surtout, il faut être engagé. Parce que l'engagement est la première qualité d'un acteur politique, sans quoi, à la première tentative de pluie, à la première tornade, eh bien, on plie bagage et puis on s'en va. C'est, à mon sens, les plus durs, les plus résilients, voilà, c'est le bon mot, ce sont les plus résilients qui tiennent et qui, au nom des autres, s'engagent pour pouvoir faire avancer un pays, une ville, un quartier, une association, que sais-je. Ce n'est pas forcément toujours être président de la République. Ouais. On peut avoir de l'impact. Ministre, hein, Non plus. On peut avoir de l'impact où que l'on se trouve. D'accord. Et je vais paraphraser un illustre prédécesseur américain. Quoi que tu fasses, sois le meilleur. Ah oui, exactement. Ouais. Quoi que tu fasses, sois le meilleur. Ça, c'est vraiment très important pour les jeunes, hein, pour les encourager. Hein. Et donc, on va parler, justement, vous parlez de faire le meilleur du meilleur. Justement, le président Sassou Nguesso, qui fait une actualité, hein, pour le meilleur. C'est le plus grand Congolais de tous les temps. Le plus grand Congolais de tous les temps. Et, je vais le dire, hein, oui. Je vais me permettre de le dire, il y a eu une réussite, un succès auprès des Nations Unies pour la diplomatie climatique. Ah, oui. Et le président Sassou ne s'arrête pas là, il y a aussi la Libye, il y en a d'autres. Il y a une diplomatie mémorielle, il y a le Fonds bleu, je vous laisse poursuivre. Quoi vous dire? Vous savez, du haut de mon petit âge, j'ai pris le temps d'apprécier, de pratiquer, d'étudier, de suivre à l'homme. Lorsque nous disons que Denis Sassou Nguesso est le plus grand Congolais de tous les temps, ce n'est pas une clause de style. C'est parce que nous avons pris, avec le léger recul livresque que nous pouvons avoir, documentaire, nous apercevoir qu'il y a déjà, en ce qui concerne par exemple l'urgence climatique, environnementale, il y a déjà de très nombreuses années que ses pairs ne comprenaient pas pour quelles raisons ils se battaient pour l'environnement. Vous savez, la République du Congo est sans doute l'un des seuls pays à avoir une journée spécifiquement dédiée au planting. Au planting. Au reboisement. Depuis 1984. Absolument. Merci de rappeler justement cette date que je ne voulais pas rappeler, pour ne pas qu'on dise que c'est du fanatisme. Depuis 1984, je n'étais même pas encore né. Président Sassou et c'est un 6 novembre. Avait anticipé, merci, c'est cette date. Et tous les 6 novembre, les citoyens de notre pays, petits comme grands, citadins comme... dans les écoles. Exactement, partout, tout le monde plante un arbre. C'est révélateur. J'ai participé il n'y a pas longtemps, nous avons participé il n'y a pas longtemps à une grande conférence à Addis Abeba où il nous était révélé, pour ne pas citer, il y a un peu plus de 3 semaines, où on nous disait que un peu plus de 2 milliards d'arbres avaient été plantés en 2024 par les populations éthiopiennes. Et lorsque j'ai repris la parole là-bas, je leur ai dit, eh bien, nous sommes heureux que vous nous ayez rejoints, parce que la République du Congo, depuis 1984, plante des arbres. Et je m'en voudrais si je ne citais pas cette belle initiative portée par Ecozamba, la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'appelle Ecozamba, qui... et Zamba, en lingala, c'est forêt. Zamba, là, c'est la forêt. Oui. On dit Zamba. Zamba. Et bon, j'ai essayé de lire en français, puisque nous sommes sur vos terres ici. Alors, Ecozamba a le projet de planter un peu plus de 4 milliards d'arbres, et je pense qu'ils ont déjà dû dépasser si les statistiques auxquelles j'ai eu droit sont bonnes. Donc, oui, premier écologiste, parce qu'il a perçu, il a compris suffisamment tôt que la guerre de l'environnement est celle de l'avenir. Pour preuve, la République du Congo, en l'espace de 6 mois, a tour à tour accueilli à Brazzaville 2 sommets importants. Ah oui, il y a eu des sommets. Le sommet des 3 grands bassins forestiers, bassin du Congo. Et il y a eu une répercussion d'ailleurs justement sur la résolution des Nations Absolument. Unies.
Ensuite, la grande retrouvaille sur la forestation et le reboisement. Quoi de plus normal pour les États de la planète de reconnaître en cette personnalité qu'est le président, un leader visionnaire, et donc accepter sa belle idée. Et j'ai également eu le bonheur de suivre, comme nous tous, que sa belle idée de la décennie mondiale de la forestation la décennie mondiale a été actée aux Nations Unies en avril, là. il y a un peu moins d'un mois maintenant. Donc, nous pouvons dire que c'est sans doute révélateur des échanges qu'il y aura entre leurs excellences, les présidents de la République du Congo et celle de France. Et nous pouvons, et nous espérons, que tout ce qui est en lien, par exemple, avec le crédit carbone, parce que Madame Févillier, je pense aussi, et c'est un plaidoyer, que tout ce qui est dit autour de cette redevabilité des États dits pollueurs doit pouvoir trouver une solution. Depuis la COP 1, depuis Copenhague, tous les ans, ces États nous disent « ne polluez pas ». Ne faites plus de nucléaire. Ce que j'en pense, l'intellectuel que j'aspire à devenir, pense que autant il est vrai qu'il faut protéger l'environnement et que nos États à nous, qui en réalité ne constituons pas de réelles menaces, ne devons pas comme ça faire des feux de brousse, déforester de manière totalement abusive, autant je pense que puisque le bassin du Congo, aux côtés des autres bassins qui absorbent l'essentiel du crédit carbone, qui protègent l'environnement, mérite un traitement qui lui est dû. Voilà, un traitement responsable, un traitement qui soit équitable et qui lui permette justement de dire à la vieille paysanne de ne pas brûler la forêt pour abattre un arbre. Alors comment ferait la vieille paysanne pour ne pas brûler un arbre? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question, et nous disons que je pense que tous les écologistes... Comment font les populations autochtones dans ce cas? Eh bien, je pense que ces populations sont respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, elles le sont de plus en plus, parce qu'un travail est fait, à chaque fois, après les différentes COP, il y en aura une bientôt, un travail est fait à travers différents ministères et ONG pour les sensibiliser, mais nous disons que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a un volet économique derrière. Il y a un volet économique derrière énorme, énorme, et donc on va revenir sur la jeunesse. On va revenir sur la jeunesse. Si vous permettez, on a parlé de Denis Sassou Nguesso, environnementaliste. On peut très bien parler de lui, avant-gardiste sur les questions de paix et de sécurité. Ah oui. C'est un secret de polichinelle qu'aux côtés d'autres, le président Sassou s'est intéressé aux préoccupations planétaires liées par exemple à la lutte contre l'apartheid, un peu plus au sud du continent africain. C'est le champion au niveau de l'Union africaine de la paix et de la sécurité. Il a été aux avant-gardes du sujet de la Libye. Il continue d'ailleurs à faire la médiation. On a un clin d'œil pour la Centrafrique et pour d'autres pays. Et la RDC alors? Aussi, la RDC, qui est un pays voisin. Le président continue à avoir un regard très particulier sur ce pays, avec lequel d'ailleurs on partage le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Oui, et la même culture. Aussi. Et la même langue. C'est un même peuple. Alors, donc sur la jeunesse, quelles sont vos priorités sur, Nous l'avons dit, éducation, formation, emploi. Nous sommes beaucoup étalés sur l'éducation, la formation également. Sur l'emploi, il faut noter qu'il y a un gros challenge, parce qu'on entend par emploi la capacité d'un homme ou d'une femme à exercer une fonction quelconque et à en tirer quelques subsides. Alors, une étude, puisqu'il faut bien rester technique et scientifique, une étude qui s'appelle NEET, donc un anglicisme N-E-E-T, NEET, des jeunes ni en emploi ni en formation, a montré que de nombreux jeunes Congolais, un peu plus de la moyenne de ceux qui avaient été identifiés, n'étaient ni en formation ni en emploi. C'est révélateur justement, et la conséquence, qui qu'en dirait, c'est que ils ne sont ni en emploi ni en formation, donc ils ne sont pas productifs, donc ils n'ont pas plus qu'en plus, ils n'ont pas créé d'entreprise, ils ne sont donc pas occupés. Et donc la République du Congo a travaillé et travaille à faire en sorte, à travers un écosystème qui s'appelle l'écosystème PMEA, à faire en sorte que ceux qui ont des projets d'entreprise, parce que comme vous devez aussi le savoir, un peu plus de 30 ou 40%, je n'ai plus très bien la bonne statistique, de l'économie congolaise, elle est dans l'informel.
Et la plupart de ces métiers informels sont occupés par des jeunes. Et donc, un travail est en train d'être fait. Et les femmes notamment. Et les femmes comprises dans les jeunes, mais les femmes aussi, qui sont à nos yeux précieuses. Ah, oui. Alors, donc, ces jeunes-là, le challenge, c'est de les amener à être formalisés. C'est le travail que fait l'ACPCE. L'Agence congolaise pour la création des entreprises. Mais cet écosystème a vu bien loin et a compris que ce n'était pas tout que de formaliser des entreprises, avec toutes les facilités qui peuvent s'en suivre. Diminution des frais d'inscription, plutôt que 100 000 francs CFA, c'est 25 000 francs, donc 75% soutenus par l'État, première année exonérée d'impôts, et j'en passe. Et elle a pensé qu'il fallait mettre en place d'autres structures. C'est ce qui me fait penser à l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises, qui a pour rôle de servir de catalyseur, d'accompagner, de former les jeunes, après quoi ils peuvent justement aspirer à aller vers une autre institution, le FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement. Oui, le FIGA qui a fait une présentation à Paris. Absolument, pour tenter, en fonction de la pertinence de leur projet, à avoir quelques subsides, donc avoir un accompagnement, une garantie auprès des banques pour pouvoir... Il y a aussi le FONEA, je pense. Aussi le FONEA. Ouais. Donc toutes ces initiatives gouvernementales qui, on peut se permettre de le dire, sont jeunes, méritent que les citoyens que nous sommes soyons non seulement patients, mais que nous soyons suffisamment dans une démarche qui accompagne ces projets en étant aussi vigilants, parce que ça reste des œuvres humaines. Ce sont des hommes qui les mettent en œuvre pour que cette haute vision du président de la République, matérialisée par son gouvernement, aboutisse. On reste optimiste. Voilà. Alors, on va rester sur ce mot, on reste optimiste. Monsieur Mikrist Kabamboko, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale Congo sur l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso en France. Une visite exceptionnelle. Absolument. 3 jours. Absolument. Une visite exceptionnelle. J'espère vous retrouver dans les couloirs. Nous sommes aux ordres et donc partout où est le président, nous sommes là. D'accord. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur Global Africa Télé Sud. Nous restons sur le terrain pour vous informer de la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso à Paris du 22 au 24 mai 2025. Et donc, encore une fois, j'ai été ravie de vous faire cette émission spéciale Congo. C'était Carmen Févillier. À très bientôt. Au revoir.